et développe un langage justement autre qui veut protéger les territoires, qui voit les territoires effectivement comme le lieu de production et reproduction de la vie, qui voit les territoires comme un bien commun, qu'on partage tout et qu'on doit justement protéger, pas seulement pour nous, mais pour les générations qui viennent. Et ensuite, un territoire qui concerne surtout les populations qui habitent là-dedans, et que pour cela exige justement la démocratisation des décisions. Donc, on a une idée que quand on discute des territoires et les modes d'occupation du territoire, les formes d'occupation du territoire, on ne discute pas seulement sur les modèles du développement, on discute aussi sur les modèles de démocratie. Donc, ce n'est pas un hasard si l'idée même autre des territoires est liée aussi à l'idée de démocratie participative ou de démocratisation des décisions. Donc, c'est ça que j'appelle les tournants éco-territoriales, c'est-à-dire cette articulation entre une matrice plutôt indigène et une matrice plutôt écologiste autour du territoire, qui convergent. La convergence, ça se donne autour des territoires, ce qui fait aussi que les gens des populations urbaines qui parfois n'ont pas un rapport avec des populations indigènes, et je pense par exemple en Argentine, que c'est un pays qui, ou le Chili, que ce sont des pays où il n'y a pas une forte présence des indigènes et qui sont plutôt marginalisés, on commence à avoir une compréhension aussi de ces langages axés sur une autre cosmovision. Et c'est différent dans le cas d'Équateur ou dans le cas de la Bolivie, parce que quand même, vous trouvez que là, c'est la majorité de la population, et donc les langages indigènes, ça devient presque naturel quand on doit défendre les territoires. C'est la première chose qu'on pense. Et je dis ça quand même pour mettre un peu de nuance. C'est pas la même chose l'Équateur, la Bolivie, que l'Argentine, le Chili ou même l'Uruguay. Donc les connexions entre les langages plutôt, les discours écologistes et la matrice plutôt indigène devient plus difficile au sud. Hein? Donc, je vois par exemple, je peux vous donner un exemple. Et en Argentine, les premiers mouvements contre l'exploitation minière à grande échelle, ça a été au sud, en Patagonie, et c'était dans une petite population qui s'appelle Esquel. Et à Esquel, il se trouve que la population dans la ville, elle est majoritairement classe moyenne, blanche, bon, qui a choisi de vivre en contact avec la nature, plus ou moins, avec un beau paysage. Et les indigènes, surtout les Mapuches, sont marginalisés. Donc la lutte, la résistance contre la possibilité de faire de l'exploitation minière à grande échelle, en 2002-2003, Esquel a été justement la première ville en Argentine qui a refusé, qui s'est mobilisée fortement et ce qui a déclenché dans un référendum qui a dit non à l'exploitation minière. Et c'est le moment où se sont articulés ces deux langages. C'est-à-dire, les indigènes qui étaient marginalisés ont pris un rôle très important dans les mobilisations, et la classe moyenne mobilisée avec un langage plutôt écologiste aussi. Et donc, on a vu justement cette articulation dans une seule mobilisation et dans la défense surtout du territoire. Et on peut le voir aussi au Pérou. Au Pérou, par exemple, il y a quand même pas mal de... Je disais qu'il y a une tradition de minerie à grande échelle. Et donc, ça a été plus difficile de mettre en question ce type de minerie à grande échelle, la différencier avec l'ancienne minerie. Donc, il y a eu une évolution, un déplacement d'un langage plutôt efficientiste qui voulait avoir des bénéfices économiques à un langage plutôt écologiste et qui a récupéré aussi les thèmes indigènes. Et parfois même parce qu'ils étaient en contact avec la Bolivie, et la Bolivie restait quand même
un pays phare, non? C'était un modèle d'organisation, d'articulation politique, etc. Donc, de toute façon, on a vu au Pérou cette évolution à un langage éco-territorial où, dans un pays où justement c'est les paysans, ou pas tout à fait l'indigène, mais les paysans qui est au centre de la représentation de la subalternité. Il y a une autre question aussi qui est importante de souligner dans toutes ces luttes, et c'est le rôle des femmes. Et pourquoi ça? Parce que dans les dernières décennies, dans les luttes populaires, ce sont les femmes qui ont été à la tête des mouvements de résistance, et des mouvements de survivance même, et pas seulement en Amérique latine, mais dans les pays dits du Sud, non, en Afrique, en Asie, elles ont justement un rôle protagonique, et ce qui ne se traduit pas du tout le temps dans des leaderships. Je me rappelle, j'ai étudié dans les années 90 en Argentine, pardon, c'est pas les 90, à la fin des 90 et première année de cette millénium, j'ai étudié les mouvements des chômeurs en Argentine, qui étaient très importantes, et dans les mouvements des chômeurs, les femmes étaient vraiment très, très importantes. Mais les femmes n'étaient pas les leaders. Elles étaient les cadres intermédiaires. Mais jamais ils étaient à la tête des mouvements. Bon. En tout cas, il faut dire qu'il y a eu une évolution aussi. Et quand vous voyez les mouvements paysans, indigènes, et les mouvements socio-environnementaux, les ONG, les petites ONG, il y a incroyablement nombreuses femmes qui sont là, qui justement ont un rôle central dans la défense du territoire. Il y a même en Amérique latine on peut dire l'émergence d'un discours écoféministe. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire deux choses. D'abord qu'on peut tracer un parallèle entre la nature et la femme, mais pas un parallèle essentialiste. Surtout voir que quand même la nature est un instrument dominé par l'homme. Dans la vision instrumentale, elle est dominée par l'homme. Et la femme aussi, elle est dominée par l'homme. C'est-à-dire, c'est dans la même matrice de la modernité qu'on peut voir que l'homme ne domine pas seulement la nature, domine aussi la femme. Donc c'est la même lignée, on peut dire, la même matrice de la modernité qui, en plus, voit, par exemple, la nature comme quelque chose d'externel, quelque chose qui est dehors, hein, dans une ontologie dualiste. Tandis que la femme, plutôt qu'une ontologie dualiste qui sépare de manière nette l'homme et la nature, essaye surtout de souligner la question de l'écodépendance, c'est-à-dire le rapport étroit qu'il y a entre l'être humain et la nature. Et on ne peut pas concevoir l'être humain comme quelqu'un d'autonome. Il est dans un écosystème. Et il y a, en deuxième lieu, au-delà de cette idée d'écodépendance et ce parallélisme entre l'exploitation de la femme et l'exploitation de la nature, qui en plus est une exploitation non reconnue, non, il y a aussi, disons, une autre chose, c'est que la femme, et surtout dans le rapport de solidarité, il déploie une éthique des soins. C'est-à-dire, ce qui est une valeur essentielle dans la gestion des femmes, c'est surtout les soins des autres, les soins qu'elles mettent dans la croissance des enfants, dans la reproduction, etc. Et donc, on peut penser que cette éthique des soins, basée dans l'idée de solidarité et réciprocité, peut être une valeur essentielle pour comprendre d'une autre façon le rapport avec la nature. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand même, l'écoféminisme, c'est une versante tout à fait nouvelle dans les dernières décennies, et justement
propose la convergence entre écologie et féminisme pour voir s'il est possible que la femme, s'il y a des valeurs que la femme peut apporter en tant que valeur émancipateur. Il faut dire aussi que cette valeur dont est porteuse la femme, ce n'est pas une question essentialiste, c'est une question justement qui est due à la division du travail entre l'homme et la femme. C'est une question historique, culturelle, construite. Non? Mais que quand même, ça peut servir justement pour avoir une autre compréhension, un autre rapport avec la nature. Donc, vous allez voir qu'en Amérique latine, quand même, les femmes pensent à cela, c'est-à-dire à cette valeur, l'idée de l'éthique des soins, quand ils pensent à la nature. Tu es fini pour cela. J'ai parlé trop, oui, je sais. Non, je peux finir.